Elle pourrait s'appeler Elisabeth. Elle pourrait avoir 18 ans, en 1972. Elle serait étudiante, timide, mais résolue à découvrir les plaisirs de la vie. Mais oui, papa. Mon père. Mon père est old school, comme il aime à le répéter. Et il a des valeurs. L'éducation, la morale, l'autorité, les bonnes mœurs, la vertu. Enfin, il sent que le monde est en train de changer. Et quand j'ai bouclé ma valise pour monter à Paris, derrière le ton sec avec lequel il s'est employé à me dire que j'aurais pas de seconde chance, j'ai lu dans ses yeux qui me comprenaient, qui me jalousaient peut-être même. À moi, les cafés sur les terrasses parisiennes, le vin rouge, les discussions enflammées sur Camus. Apprenons à faire l'amour, car c'est le chemin du bonheur. Il a une fossette tellement adorable. Et ses cheveux sont épais, on dirait Mike Brandt. Par contre, il fait que me regarder là. Oh la vache. Je dois être rouge comme une tomate. Allez, souffle. Oui. Voilà. Et dis quelque chose d'intelligent. C'est grand Paris, hein? Oh là là. Nous, Comité d'action pour la libération de la sexualité, publions aujourd'hui ce manifeste pour que tombent les interdits, les tabous et l'hypocrisie de cette société bourgeoise. Nous revendiquons l'éducation sexuelle pour tous et appelons au plaisir, au désir et à la jouissance. Je bois ses paroles. Il est tellement libre. Au cinéma? Il m'invite au cinéma. Moi? Oui. Je suis tellement contente. Bon, je comprends pas le film. Il met sa main sur ma cuisse. Je la redescends. Il la remonte. Je la redescends. Il sourit. Alors moi aussi. Éducation de la vie sexuelle, de la physiologie à la psychologie. Chez beaucoup d'espèces vertébrées, la fécondation est précédée par un comportement qui favorise la formation du couple. Chez toi? Et le rapprochement des sexes. Non, j'ai pas peur. C'est qu'il est déjà tard. Souvent, le mâle se livre à une parade nuptiale qui sollicite la femelle en vue de l'accouplement. D'accord, mais juste un verre. Hein. J'aurais pas dû le boire, ce whisky, la tête me tourne. Je sais pas si c'est l'alcool ou ses mains. On dirait qu'il en a 100. Non, s'il te plaît. Certains mammifères, comme la souris, n'ont pas de période de repos sexuel. L'activité sexuelle est continue. Je dis pas ça. C'est juste qu'on a le temps, on n'est pas obligé. S'il te plaît. Dans le cas de l'espèce humaine, l'activité sexuelle peut être continue, mais l'homme, à la différence des autres animaux, peut effectuer un contrôle volontaire sur sa sexualité. Non. Je me rappelle plus très bien. C'est ma faute. T'es monté chez lui, tu crois qu'il s'est dit quoi? C'est ma faute. Elles viennent pas. Elles viennent pas, j'ai jamais de retard. Pourquoi elles viennent pas? Marie-Claire a été acquittée car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu. Ma copine Marie dit 5 euros et elle raccroche le combiné. Elle me dit que c'est bon, qu'on a assez de sous pour l'aller-retour en Angleterre et le séjour en clinique. Je pense à mon père. J'ai peur. Ma copine Marie, elle me dit que ça va aller. Ça va aller, elle me dit. Un enfant, si je veux, quand je veux. Quand on est rentré en France, on a entendu le discours de Simone Veil.
Il y avait le manifeste aussi, celui des 143. Simone Veil, il en faut du courage, hein. Elle est toute seule. Tous là, ils la traitent de salope, elle y va quand même. Ça, j'oublierai jamais. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Je m'appelle Elisabeth. J'ai 18 ans. Je ne veux pas d'enfant. Elisabeth est un personnage très fort qui tient en lui l'histoire de milliers de femmes. Parce que ces vies de milliers de femmes ont été rendues publiques dans les années 70, que s'est construit un problème public autour de l'avortement. Enfin, ces violences, effectivement, et ces atteintes au niveau de la sexualité dans les familles, ça reste quand même très impensé. On se posait davantage le problème de la filiation. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vraiment c'est la fille des parents, c'est la fille... On se les posait comme ça, pas en termes, mais comme ça paraissait tellement important de se poser, on ne travaillait pas avec ça, parce que c'était soulevé peut-être des montagnes de problèmes qu'on n'était pas capable de soulever. Il faut rappeler qu'en 1972, lorsque on décide d'avorter, on est coupable d'un crime et que donc on peut être arrêté, on peut être jugé, on peut même être parfois enfermé. Lorsque des médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque des services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Donc du coup, en 72, on est déjà en plein dans une mobilisation qui a eu plusieurs déclinaisons. Il y a eu le manifeste des 343, c'est bien le manifeste des 343 femmes qui ont déclaré avoir avorté dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971. Donc un événement médiatique, ce manifeste-là, signé par des femmes célèbres, mais aussi par des anonymes, et c'est ça qui est important. Et ce sont des femmes qui disent, oui, on est hors la loi, nous sommes des avortés, nous avons enfreint la loi, venez nous arrêter. Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. Marie-Claire a été acquittée. Marie-Claire a été acquittée car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu. Des procès de Bobigny, où là, la jeune avocate Gisèle Halimi défend Marie-Claire Chevalier, une jeune femme de 15 ans qui, elle aussi, comme Elisabeth, a subi un viol. Et ce procès-là, Gisèle Halimi décide d'en faire le procès de la loi de 1920, la loi qui régit encore l'avortement et qui, donc, selon elle, est à mettre en accusation, bien plus que cette jeune femme qui a trouvé une solution face à une grossesse non désirée. Et donc, c'est un procès qui est également très médiatique, qui fait l'objet de mobilisations féministes. Et tout d'un coup, on a une avocate qui dit ouvertement que c'est une expérience commune des femmes et qu'il faut réviser la loi. Donc on a cette deuxième étape importante et puis on a des mobilisations qui prennent des formes très diverses partout en France autour de cette question de l'avortement. C'est vrai que ces jeunes filles-là, elles ont la possibilité d'abandonner un enfant. Le premier grand texte législatif qui permet l'abandon d'enfants, c'est un décret de 1811. Et on a un premier mode d'admission qui s'appelle le tour d'abandon, qui est un cylindre en bois qui est installé dans le mur d'un hospice. Et ce cylindre en bois a une ouverture côté rue, dans lequel on peut déposer le nouveau-né. À ce moment-là, la personne qui a déposé l'enfant actionne une cloche qui retentit à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, une religieuse ou un employé de l'hospice fait pivoter le cylindre en bois. Et à ce moment-là, l'ouverture se retrouve vers l'intérieur du bâtiment et la personne employée de l'hospice peut récupérer le nouveau-né. On est en France autour de 20 à 30 000
abandon par an. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est une pratique extrêmement courante. Elle est essentiellement le fait de femmes seules et qui redoutent, d'une manière ou d'une autre, d'une part l'opprobre qui s'abat sur ces filles mères, et d'autre part l'immense misère reste celle qui décide de conserver leur enfant avec l'aide des pouvoirs publics. L'idée qu'on peut empêcher un abandon en proposant une allocation à ces jeunes mères, c'est-à-dire une aide financière, est véritablement développée à la fin du XIXe siècle. Ces femmes célibataires qui sont aidées par les pouvoirs publics, elles le sont, mais toujours avec une arrière-pensée qui est de guider leur comportement. Et d'ailleurs, on observe à peu près la même chose avec l'avortement. En 1972, la contraception a été légalisée par la loi Neuwirth de 1967, qui avait déjà été le résultat d'une longue mobilisation depuis les années 50, portée notamment par le mouvement français pour le planning familial, et qui aboutit donc à une loi qui est une loi de compromis. Nous nous sommes heurtés, pour l'application de cette loi, à un état d'esprit conservateur, rétrograde, je dirais aussi un manque de clairvoyance, de discernement et peut-être de générosité. On a placé les femmes, les couples devant l'alternative accouchement-avortement sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. La vente des produits contraceptifs est maintenant autorisée en pharmacie. Celle des pilules est soumise à un certificat médical pour les personnes majeures, un certificat médical et une autorisation d'un des parents pour les mineurs. Il y a eu des débats très importants à l'Assemblée et au Sénat. Et donc la loi Neuwirth autorise la vente des contraceptifs modernes, mais il faut aussi rappeler toutes les restrictions de cette loi. Ces contraceptifs modernes, donc ce qu'on appelle la pilule et le stérilet, ne sont pas accessibles aux mineurs de moins de 21 ans, sans autorisation parentale. Et par ailleurs, il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale. Donc c'est quelque chose, c'est une loi en demi-teinte finalement, qui d'une certaine manière vient autoriser socialement la contraception, qui commence à la faire entrer dans la normalité, mais c'est véritablement la loi de 1974 portée par Simone Veil qui va la banaliser, justement en rendant la contraception accessible aux mineurs et en faisant passer donc la couverture par la sécurité sociale. Comité d'action pour la libération de la sexualité. Publions aujourd'hui ce manifeste pour que tombent les interdits, les tabous et l'hypocrisie de cette société bourgeoise. Nous revendiquons l'éducation sexuelle pour tous et appelons au plaisir, au désir et à la jouissance. Alors, est-ce qu'il y a une libération sexuelle dans les années 60 ? Est-ce que la contraception a libéré les sexualités ? Ce sont des questions qui sont en réalité très complexes parce que se superposent deux dimensions. La dimension des discours, effectivement, ce qu'on peut observer dans les années 60 et 70, c'est une inflation sur des discours sur la sexualité, mais ça peut être des discours politiques. Il y a une politisation de ces questions à l'extrême gauche et par le féminisme. Donc on parle beaucoup de sexualité comme un lieu de lutte contre les normes bourgeoises. Et donc ce sont de nouvelles normes qui se mettent en place, la norme de la femme libérée, la norme du devoir d'orgasme, qui remplace en fait les normes précédentes et qui contraignent les individus tout autant. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 18 ans. Je ne veux pas d'enfant.